Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour le grand forum, le LGF de ce mardi. Bienvenue à vous, nous sommes le 12 octobre. Au programme de ce grand forum, on va parler de ces débats qui s'agitent un petit peu dans les médias. Est-ce qu'ils correspondent, ces débats, à vos attentes à l'approche de la présidentielle? On est à 6 mois de cette présidentielle, de cette échéance importante pour la France. On se posera la question ensemble avec vous au 01 40 33 9000. Enseignante agressée à Comble-la-Ville. Quelle réponse, selon vous, suite à cet élève qui a bousculé une enseignante, ça s'est passé à Comble-la-Ville vendredi dernier, et la vidéo a été évidemment circule sur les réseaux sociaux. Marlène Schiappa d'ailleurs a demandé la suppression de cette vidéo. On en reparlera avec vous. Quel type de réponse pour ce type de comportement, bien sûr on en reparlera. Et puis on va parler du 17 octobre 61. Nous sommes à quelques jours de ce 60e anniversaire de ces tristes événements survenus à Paris, avec des Algériens, mais pas que, qui ont été noyés dans la Seine, bien sûr. Jour sombre pour l'histoire de France. Et nous serons avec Gilles Monceron, qui sera avec nous tout à l'heure. Il est historien, spécialiste de la colonisation. On en reparlera donc tout à l'heure à partir de 17h. Avec nous, il sera en studio sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF qui va débuter dans un instant avec nos chroniqueurs que je vais vous présenter dans quelques instants, juste après une petite page de pub. Le quiz, évidemment, pour démarrer cette émission. Le quiz qui va voir s'affronter nos chroniqueurs aujourd'hui avec des questions qui ont en rapport avec l'éphéméride, mais aussi l'actualité. Le quiz, c'est dans un instant, de bouger. Le LGF, émission de référence tous les jours 16h, 18h sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus mes amis, jusque 18h avec aujourd'hui pour m'accompagner. C'est sa première émission aujourd'hui. Nabil Sama, bonjour Nabil. Comment ça va Nabil? Voilà, prépare-toi, vas-y, mets-toi devant le micro, comme ça, hop. Je te remercie, tout va bien. Bonjour à tous. Alors mon cher Nabil, comme c'est ta première et que les auditeurs ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Nabil? D'où vient-il? Je veux tout savoir. Alors, je m'appelle Nabil Sama, je suis un jeune entrepreneur dans l'audiovisuel et l'événementiel. Ouais. Et j'ai une casquette aussi de talent des cités. Donc voilà, je me suis un peu impliqué sur des sujets sociétals qui touchent les quartiers défavorisés. Donc on appelle ça la politique de la ville. Ouais. Donc depuis 2013, j'officie au sein d'associations, au sein de certaines municipalités en tant que conseiller. Et j'essaye d'ajouter ma pierre à ce qu'on appelle l'insertion via la voie professionnelle, création d'entreprises, l'entrepreneuriat dans les quartiers, voilà. Donc pour résumer, c'est le dynamisme qui te caractérise. On peut dire. Très bien. Sois le bienvenu mon Nabil. Eh bien merci à toi. Tu vas découvrir ainsi l'ambiance France Maghreb 2, l'ambiance LGF, le grand forum. Avec à tes côtés, il est avec nous aujourd'hui, c'était pas prévu, mais il est avec nous. Monsieur Mami, Tarek Mami. Tarek Mami, c'est le vendredi, ça peut être aussi le mardi, mercredi, jeudi, lundi. C'est ça l'avantage. À partir du moment où ça se termine par un I, voilà, je peux passer. C'est ça, donc bonjour à toutes. Comment ça va Tarek? Très bien. Très bien. Bon, et nous attendons Monsieur Razik Metiche, que j'avais pas vu. Voilà. Forcément. Ça va mon Razik? Ça va et toi Christophe? Ça va, ça. Dis donc, tu sais que je suis allé faire un tour au stade Vélodrome ce week-end. Enfin, je suis passé devant. D'accord. Et il y a une super banderole avec Bernard Tapie. Tu resteras notre boss à vie. Et oui, comme l'a dit l'un des fils Tapie, ils ont perdu leur papa, mais ils ont gagné toute une ville. Ah, ça c'est clair. Le souvenir laissé par Bernard Tapie sur Marseille sera impérissable. Ouais, c'est clair. Bel hommage, Très bel hommage. Très bel. Ah oui, magnifique. Et on rappelle que le week-end prochain, cher Christophe, vous serez à Marseille, paraît-il. Et voilà. Ouais, c'est ça. Vendredi, samedi et dimanche. Ouais, je crois que je vais finir par habiter là-bas au bout d'un moment. Oui, prendre un abonnement au Vélodrome et devenir à Marseille. Non, déconne pas. C'est tout ce qu'on te souhaite, Christophe. C'est une ville sympathique, Marseille. Ah oui. Vécu Non, alors pour la décrire, je crois que Marseille, il n'y a pas mieux que le terme de surprenant. C'est une ville surprenante. À plus d'un titre d'ailleurs, parce que quand vous passez de quartier en quartier, ça a parfois rien à voir. C'est une autre ambiance, d'autres décors, mais en même temps, c'est très ghettoisé, je trouve. C'est très ghettoisé et la carte postale multiculturelle est une simple carte postale. Ouais. Juste pour rappel, moi, un des éléments qui m'avait troublé sur Marseille en 2005, lors des émeutes de banlieue, d'octobre-novembre 2005, Marseille était la seule ville à ne pas être partie en émeute. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. La première explication, dite avec un peu de facilité, c'était que justement à Marseille, il y a un vivre ensemble, etc. La réalité, c'est que Marseille était tenue par les mafias. Non. Et que les mafias ne voulaient pas que l'intervention.
Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Mami s'il a un élément. Bonjour, Razik. Bonjour, Alors, Monsieur Mami. Il faut voir l'explication sociologique. C'est-à-dire que Marseille, qui souffre toute l'année, ne voit pas d'autres villes et d'autres banlieues venir, entre guillemets, à son secours. Et moi, j'y étais. Et donc, j'ai posé la question aux jeunes, à la Marseillaise, et nous, quand on est dans la M, il n'y a jamais personne qui parle de nous. Eh bien, ils vont apprendre qu'est-ce que c'est que d'être dans la M, avec la police, avec tout le reste. Donc, on verra la prochaine fois. C'est un petit peu la question que Christophe Fro vous a beaucoup posée aux uns et aux autres au début de l'opération Gilets jaunes. Absolument. Pourquoi les quartiers n'ont Absolument. pas au début et pendant longtemps, c'est exactement la même chose. Et donc Marseille, il faut toujours la voir avec le regard marseillais et pas nécessairement avec le regard complètement, c'est un regard. Ouais. Je terminerai juste une phrase pour ceux qui aiment lire. Il faut qu'il aille lire le livre, comment il s'appelle, du grand journaliste français 1933, le nom va me revenir, Albert Londres. Il y a une phrase dans ce livre de 1933 qui dit que Marseille est une ville dans laquelle n'importe quel truand sérieux rêverait d'avoir un bistrot parce que tout se vit à Marseille. Complètement. Et c'est encore valable. Moi, j'ai vécu personnellement à Marseille. Donc, j'ai vécu à Noailles, dans le premier arrondissement. Ah oui, d'accord. Oui. Noailles, donc, voilà, vraiment le quartier le plus atypique qu'on peut trouver à Marseille. C'est Alger, c'est pas Noailles. Donc, honnêtement, il y a un vivre ensemble. Il y a un brassage qui est là. Et puis, honnêtement, ayant certains collègues y officiant en tant que officier de police, honnêtement, il y a quelque chose à Marseille qu'on ne trouve pas à Paris. Donc c'est pour ça, je reviens sur ce que disait monsieur, et il a parfaitement raison. On ne peut pas juger Marseille déjà sans y vivre et y connaître sa culture qui lui est propre, avec un regard extérieur. Ce qui se régit dans les quartiers parisiens, c'est totalement une culture intramuros parisienne. Et ce qui se trame à Marseille, c'est un état d'esprit marseillais et surtout phocéen. Donc lorsque j'entends parler de mafia, mais excusez-moi, des mafias, alors dans ces cas-là, il y en a partout. Hein, il y en a partout, bien sûr. Alors, mais dans après, ces cas-là, à Marseille, ça non, Nabil, la mafia, non. Moi, je peux vous dire que, par exemple, l'ayant vu de mes propres yeux, par exemple, si on parle du port, pardon, mais les deux quarts, c'est une véritable mafia. Et ils sont tenus par cette mafia. Le syndicat CFDT et ça, sur les poubelles, c'est l'époque de fer. Faire deux thèses. Je suis d'accord. Donc, c'est force ouvrière. Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qui se cache derrière le mot mafia? Il faut faire attention avec les mots qu'on utilise. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, les supporters de l'OM de votre sacrée équipe, excusez-moi, mais pour obtenir des abonnements, faut pas passer par la voie officielle. Enfin, voilà. C'est plus compliqué. Ouais, mais. Les groupes de supporters sont aussi un des piliers de cette ville. Et juste pour préciser mon propos, j'y vais régulièrement depuis 20 ans maintenant. J'ai pas eu l'occasion d'y vivre, mais j'y suis resté tellement longtemps que je sens cette ville. Avec toute humilité, en toute humilité, juste l'impression moi, que ça m'a donné en grandissant, c'est que la carte postale marseillaise était un peu survendue. Pour préciser le propos, un peu survendu. Comme tout. La différence, Paris se vit presque comme une ville ghettoisée. Je trouve qu'à Marseille, en miroir, je trouve que l'on vit plus ensemble que. Je trouve qu'à Paris, on vit plus ensemble que sur Marseille. Sur Marseille, c'est très communautarisé. En fait, c'est encore plus compliqué que ça. À Marseille, vous avez à la fois le vivre ensemble partagé par tous, notamment dans le stade, notamment dans le centre-ville, et vous avez en même temps, comme dirait le président Macron, une séparation des ghettos dans les habitations et dans les lieux de fréquentation. Donc, une fois que vous avez les deux facettes, c'est vraiment la ville du en même temps. C'est-à-dire que le racisme ne se ressent pas à Marseille. Le racisme se vit peut-être dans la classe haute qui refusera toujours de vivre avec la classe ouvrière, donc aujourd'hui maghrébine, mais en même temps les meilleurs amis de la classe riche, ce sont les maghrébins, et dès qu'ils sont dans une panade de la vie quotidienne, ils appellent qui? Ils appellent toujours Mohamed ou Ali ou Rachid, parce que ces trois-là viendront rendre le service. Donc c'est une drôle de conception de vivre ensemble qui existe. Oui, tout à fait. Là, on est d'accord. Donc c'est une ville extraordinaire parce qu'en fait, elle permet à chacun d'y trouver la part de la vie qu'il cherche. Si vous voulez la mixité totale, vous l'avez. Et si vous voulez un peu de mixité et le reste à part, vous le trouvez. Alors, et ça, il n'y a pas ni à Lyon, ni à Paris, ni ailleurs.
Alors pourquoi Marseille déjà c'est atypique. Déjà Marseille c'est sur un point de vue. Heureusement que j'avais prévu de parler de Marseille. Non, mais sur un point de vue géographique, déjà on peut pas dire que c'est une zone ZUP urbaine. Et puis excusez-moi, la dernière chose, c'est que la différence entre toutes les villes de France, c'est qu'il n'y a pas de banlieue hors ville, que la banlieue est dans la ville et que la ville est dans la banlieue. Et c'est ce qui explique beaucoup de choses. Oui, c'est sa structure. De toute façon, ça, c'était le plan du chantier de Grand Ensemble qui avait été lancé par le général de Gaulle à l'époque. Hein. Et ensuite, là, qui est dans la continuité de la loi NOTRe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Hein. Maintenant, ce qui se passe, la politique de la ville, Marseille, c'est une forme de réponse, mais aussi il y a beaucoup de questionnements. Marseille, c'est un village, hein, parce qu'on parle de ghettoisé, mais moi, je vois plutôt un grand village. C'est un grand village où, certes des communautés vivent par-ci par-là, mais elles se mélangent tout de même bien plus qu'on puisse voir ça à Lyon ou à Paris. Alors pourquoi ? On parlait du social. Moi, je vais parler d'une approche plus sociétale des choses qui définit la structure culturelle de Marseille. C'est qu'à Marseille, vous avez ce tissu économique. N'oublions pas, Marseille est un port. Marseille est une porte d'entrée. Qui est ancestrale. C'est pour ça qu'on dit la cité phocéenne. On peut aller jusqu'aux Phéniciens. Mais moi, je voudrais m'arrêter dans les années 60, lorsque la première vague d'immigrés est arrivée. Faut oublier qu'à Marseille, il y a alors ça, c'est l'erreur. Oui, c'est pas la première vague. La première vague, elle a été arrivée depuis elle est grecque. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Faut écouter ce que je dis. Parce que il n'a pas fini. Mais il faut écouter ce que je dis, parce que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit le doute du terme, le mot phocéen, et on peut remonter jusqu'aux Phéniciens. Et moi, je voudrais parler, j'ai 37 ans, j'en ai pas 100 ou 140. J'aimerais parler déjà de ce que moi j'ai pu connaître à travers mon père. Donc les années 60, l'arrivée, d'une vague migratoire qui était celle des Marocains et des Algériens, même s'ils sont venus un peu plus tôt ou même plus tard. Alors la première vague, si vous voulez, c'est 1920. Il y a les dockers, puisque Christophe parlait des dockers italiens, qui font une grève extraordinaire qui bloque la ville. Et la France coloniale, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chercher les premiers Algériens. J'ai un retour là, quelqu'un qui a son téléphone. Coupez vos téléphones s'il vous plaît, merci beaucoup. Et donc en 1920, la France coloniale va chercher les Algériens, principalement des Kabyles, pour en faire des dockers. Ça durera 6 mois, 8 mois. Et dès la fin de la grève, la France coloniale renvoie ces Algériens. Cependant que quand on renvoie, on ne peut pas renvoyer à 100%. Et c'est comme ça la première vague. Et on a beaucoup travaillé. Et puis, pour ceux qui aiment cette ville, vous avez un spécialiste de la sociologie de Marseille. Il s'appelle Hervé Temim. 2 tomes. Vous jetez un coup d'œil et vous connaîtrez tout ça. Et puis, dans les autres émissions, on parlera des derniers livres sortis aujourd'hui. Mais en fait, les Corses, je salue un ami corse qui est décédé il y a quelques mois, mais les Corses, ils ont une phrase entre eux qu'ils refusent à ce que les autres les apprennent. Les Corses disent que les Corses sont en gros des Maghrébins feignants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont nagé, ils ont trouvé une première pierre, la Corse, ils se sont installés. Et les Arméniens, par exemple, sont beaucoup plus nombreux à Marseille qu'en région parisienne. Et donc, Marseille, c'est la porte d'entrée, vous l'avez dit tout à l'heure, Nabil. Et les gens qui viennent par cette porte d'entrée, ils ont tendance, quand ils n'ont pas les moyens ou l'ambition ou la réflexion, d'y rester. Et c'est pour ça que c'est comme une montagne où vous avez donc l'âge de pierre et tous les âges qui viennent derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez une grosse ville avec des communautés. Et c'est l'une des rares villes où les communautés méritent le mot S. Bien sûr. Et n'oubliez pas que Marseille est devant Paris. C'est la ville la plus cosmopolite du monde, puisque on n'est pas très loin de l'Afrique et on a une communauté pygmée que moi j'ai rencontrée à Marseille. Et donc c'est ce qui fait que c'est quand même devant New York. Alors que lorsqu'on parle de communautés qui ne peuvent pas vivre ensemble, j'aimerais savoir de quel point de vue ou de quelles conditions sociales ou de quel point de vue politique on s'y accorde. Moi, juste un résultat pour conclure. En politique, justement, à l'élection présidentielle, c'est la seule grande ville où ce sont les deux extrêmes qui arrivent en tête. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ça dit quand même beaucoup de choses sur cette ville. Je suis assez d'accord. Et pour finir, on attend juste que Christophe devienne olympien. Et là, le côté cosmopolite sera complètement parachevé. T'essayes de me soudoyer, ça marche pas. J'essaie de soudoyer, c'est parti. Tu tombes amoureux de Marseille. Pour le quiz. Razik, Nabil et Tarek pour le quiz avec mes petites questions, bien sûr. C'est histoire de bien commencer cette émission tranquillement. Questions d'histoire, questions liées à l'éphéméride, mais à l'actualité aussi. Indépendance de quel pays d'Amérique du Sud on est en 1822 ?
Brésil est une bonne réponse. C'est qui? C'est Nabil? Non, c'est c'est Razik, pardon. Voilà. Quel candidat, messieurs, a annoncé qu'il participerait Bertrand. Oui, au congrès Xavier. hier sur TF1. Faux suspense. Non, mais c'est pas suspense. Le problème, c'est pas le suspense. C'est que Pasqua a inventé une phrase extraordinaire que vous pouvez ressortir à n'importe quel moment politique. Dans toutes les occasions. Les promesses n'engagent que ceux qui Absolument. les écoutent. Écoutez, Alors, c'est c'était un hier échec, soir. mais c'est un échec. Attends, pour Non, bougez mais pas. c'est pas un échec. Bougez pas. On C'est un écoute politique. juste hier soir ce qui s'est passé, la question et la réponse de David Bertrand, c'est très court. Écoutez. Est-ce que vous allez vous soumettre au vote des militants? Oui, je participerai à ce congrès parce que les Républicains ont écarté la primaire. Il est très fort. Bien sûr. Alors, c'est extraordinaire parce Comme que si aller. J'attends quand même de voir si les Républicains vont pas lui faire payer la douleur. Non, mais comme C'est si un parti. aller à ce congrès à plusieurs ne s'appelle pas primaire. oui, c'est Oui, ça. oui, C'est jouer oui. sur les C'est mots. pour ça que c'est un échec de sa part, C'est une sur la primaire. promesse qu'il avait dit. Voilà. Bon, en tout cas, Alors, ce qu'il a obtenu, par contre, c'est que ne votent pas les sympathisants du parti, mais les membres, avec Pécresse ce matin qui ouvre les candidatures d'adhésion. C'est plus de 7000 en une semaine. Voilà. 7000 Et nouvelles donc, si adhésions. on est va créer un nouvel sympathisant électorat. C'est et beaucoup, qu'on quand a, même. un C'est compte, beaucoup, c'est et beaucoup. qu'on a un compte à régler avec M. Xavier Bertrand, on prend la, comme on a fait avec les écolos, pour pousser celui dont on ne veut pas en définitive. voilà. Donc, un partout pour l'instant. Tarek, Razik. Voici la troisième question. Les députés français adoptent une loi rendant passible de prison en 2006 pour la négation de quel génocide? Arménien. Arménien. Il me semble sur le buzzer, c'est moi. Oui. Oh, si vous Petite voulez. seconde. Oh, oh. Ouais, petite seconde. Bon, allez. Alors, Et il y a eu la réaction de la Turquie ensuite. à ce titre, je salue nos amis arméniens qui diffusent le matin sur notre fréquence FM, chez qui je me suis rendu samedi dernier, parce qu'ils ont fait un petit pot de souvenirs et tout ça. Et il a été rappelé à beaucoup que France Maghreb 2, la radio des Arabes, là je parle comme les gens parlent, hein, la radio des Arabes, ce jour-là, a offert ses 16 heures d'antenne pour que ce soit une radio arménienne pendant 24 heures, parce qu'ils avaient beaucoup d'interventions de l'étranger avec le décalage et tout ça. Et voilà, parce que c'est aussi France Maghreb 2 pour le vivre ensemble. 2-1. Comment s'appelle, messieurs, le nouveau parti lancé par Édouard Philippe? Horizon. Là, c'est Tarek. Là, c'est Tarek. Voilà. Ah oui, là, c'est Tarek. Horizon. Avec S à la fin. Horizon Absolument. pour voir Le S, loin. c'est important. Ça ferait un beau slogan pour une marque de lunettes. D'être au milieu d'un championnat olympique là. Moi je prends le temps, la réflexion, mais là il y a pas le temps là. Alors, Et ce qui est assez drôle, la définition de l'horizon, c'est une ligne qui s'éloigne à partir du moment où on s'avance. Donc Ouais, c'est une bah, ligne l'horizon. inatteignable. Alors, L'horizon. j'espère pour lui que c'est pas un mirage. J'espère. Alors, pareil, le mirage, vous avez vu comment que ça a été détourné par les internautes? J'ai Ils pas ont trop mis suivi. Orion. Ils ont enlevé le Z. D'accord. Ils ont- d'accord. En tout cas, le slogan, c'est voir loin. Donc, ça ferait une très très belle, un très très beau slogan En pour fait- une marque de lunettes. Oui, et puis surtout, ça rappelle de loin, pour les plus âgés, ceux qui ont plus de 20 ans, la première affiche électorale de Mitterrand en 81, avec donc... La force tranquille. Avec non, le clocher, le clocher, soleil. et on regarde loin et on a l'impression que c'est un horizon. 2 partout, attention. Je cherche un chanteur, ténor italien, né en 1935. Pavarotti. Luciano Pavarotti est une bonne réponse. Il est mort aujourd'hui ou il est né Non, aujourd'hui? non, il est né. Il est né né en aujourd'hui. 1935. 6e question. Le président algérien. Tebboune. Non, oui, ça, oui, on sait que c'était beau. A accusé quel ministre français de Moussa. Ouais, Moussa Darmanin. Alors hier, il a fait une vidéo. Hier ou avant-hier, il a donné une interview. Le président Tebboune. Dimanche soir. Il a fait une interview. Mais le mec, on ne sait plus à qui il parle. Tellement le discours était à la fois clair et horizon. Et il dit on ne permettra jamais, en termes de sécurité, qu'on touche à la Tunisie. Et d'ailleurs, c'est réciproque. On ne permettra jamais à ce que quelqu'un fasse de l'influence contre les Tunisiens et dit il faut. Et j'en ai d'ailleurs parlé à un grand chef d'État européen, parce que son ministre a dit il faut. D'ailleurs, les mêmes ont dit pour l'Algérie il faut une période transitoire. Ben, je leur réponds qu'il le faut, ils le font chez eux, et qu'ils laissent les autres faire ce qu'ils veulent comme il faut chez eux. Mais c'était pas de la politique, c'était le mec énervé au bar et qui a dit bon, aujourd'hui, stop, c'est fini.
C'était un Bon. discours très franc et très direct. Ah oui, hier. Balayé devant sa porte. Avant-hier, c'était grandiose. Ah oui, c'était extraordinaire. Et puis celui qui n'a d'ailleurs, pas on va en parler compris dans un instant parce quel que... grand président et quel ministre des Affaires étrangères, Ouais. bah il tapote, ça sort tout seul. Alors, dernière question, j'accorde la réponse à Tarek. Hein, qui a dit Pourquoi Moussa. Bah, parce qu'il a dit Moussa. Mais je l'ai dit aussi. Ouais, mais après, J'ai commencé par après, Darmanin, je t'assure, la VAR. D'accord, La VAR, mon vieux. je m'incline. Tout va se jouer sur cette question. Je cherche un auteur, compositeur, interprète français de reggae. Né en 1967, il nous a quittés récemment. Cette Tonton année. David Oui, Oui, en plus, Tonton c'est un David. Valbinien. La C'est honte la pour seule moi. qui. Je l'avais c'est- pas. Tonton David. Alors moi, Tonton David, c'était vraiment un ami. Ah oui. Ouais, c'était un très bon pote. Il est Et, mort le 26 février C'est 2021. ça, et moi, j'aimerais. C'est quoi, Covid? Il me semble pas. Non, pas de Covid. non. Non. Non, moi je voudrais même pas dire ce qui s'est passé Ouais, là, ok. pour la famille, surtout pour ses deux fils. C'était quelqu'un de. Voilà, il a beaucoup été caricaturé, mais C'est un talent. ce qu'il faut savoir, voilà, c'était une personne très très engagée et qui nous a ouvert beaucoup de portes d'un point de vue culturel. Comme je le répète, moi je produis beaucoup d'événements et notamment j'ai mon propre festival de musique et il en a été le parrain. Et pour revenir, voilà, franchement, c'était quelqu'un, je tenais beaucoup de mon cœur. Et pour revenir à ce que disait Tarek tout à l'heure sur Marseille, la communauté arménienne, c'est une communauté que j'affectionne énormément. Et pour amis, j'ai Arsène Férouz Goulmerian, voilà, champion du monde de boxe actuel, hein, des poids lourds. Et je sais que c'est une personne qui écoute la radio de temps en temps. Et c'est une personne, voilà, qui a vraiment du cœur et qui incarne vraiment les vraies valeurs de Marseille. Voilà. Bon, Alors, le directeur justement de la radio arménienne m'a raconté une blague, Christophe, une anecdote. Il me dit un jour, je rentre à 10h du matin dans un café bistrot Paris 20e du côté de Belleville et j'entends en vers un, ça parle arménien. Et j'ai dit au mec, c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est la radio. Mais j'ai dit, mais c'est quoi comme radio? Il dit, c'est la radio, c'est France Maghreb 99.5. Et les matins, il y a une autre langue. Et l'après-midi, c'est France Maghreb. Mais je ne vais pas tous les matins, moi, changer pour écouter autre chose. Comme j'attends France Maghreb. Donc, dans le matin, il y a toute la partie arménienne qui passe tous les jours. bon, allez, c'est parti pour le plus du LGF. Et justement, on va revenir sur ces histoires de chiffres. Le torchon qui brûle, hein, vous le savez, entre la France et l'Algérie. Rien ne va plus, notamment après les propos d'Emmanuel Macron sur le système politico-militaire. Les deux nations s'affrontent aussi sur le sujet de l'immigration. Notamment, la France a réduit de 50%, vous le savez, ses visas délivrés aux Algériens. Véritable sanction face à une Algérie qui refuse de récupérer ses ressortissants irréguliers. Un flux qui ne cesse une tension qui ne cesse de s'envenimer. Alors, une nouvelle tension, puisque Tebboune, le président algérien, a parlé et a invectivé Moussa Darmanin, donc Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, par rapport aux chiffres annoncés. 70 contre 7000. Alors 7000 ça. pour Il y a un Darmanin gros et différentiel. 80 et quelques pour Tebboune. Sauf que Darmanin et le ministère de l'Intérieur a précisé hier et il a maintenu le chiffre donc de 7000, plus de 7000 demandes depuis janvier. Donc c'est la guerre des chiffres entre Paris et Alger sur un sujet. Est-ce que beaucoup disent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, là j'aimerais avoir votre avis, le président Tebboune en nommant Gérald Darmanin, est-ce qu'il ne s'est pas rabaissé finalement un président qui parle à un ministre d'un pays Totalement. français? Totalement. Oui ou non? En termes protocolaires, il me semble que ça aurait dû être le ministre de l'Intérieur algérien qui réponde au ministre de l'Intérieur français. Ouais. En termes protocolaires, il faut que la réponse se fasse d'égal à égal. Que le président Tebboune réponde au président Macron, c'est là quelque part de bonne loi, c'est là quelque part la même compétition. Protocole. Qu'un président en exercice s'abaisse à répondre à un ministre de l'Intérieur qui en plus est là, tout le monde le sait en France, pour faire du rabattage électoraliste, pour séduire, pour reprendre le propos de Karim Benzema, pour séduire une partie de la France, une partie extrémiste de la France. Le président Tebboune n'avait pas à répondre et aurait dû laisser cette basse polémique en termes de chiffres à son ministre de l'Intérieur ou même à un secrétaire d'État pour envoyer un message protocolaire en disant bien que là n'est pas l'essentiel de l'affaire et de la brouille franco-algérienne qu'il y a eu actuellement. Après, cela a été dit dans un mélange où justement Abdelmadjid Tebboune voulait répondre un petit peu à toute la séquence estivale qui a été cataclysmique en Algérie, je pèse mes mots. Et pour aller un peu plus loin,
Aujourd'hui, on sait que la campagne présidentielle bat son plein et que la candidature d'Éric Zemmour a polarisé encore un peu plus, a déplacé le curseur politique encore un peu plus à droite. On sait que pendant 6-7 mois, jusqu'en avril, jusqu'au soir du premier tour, l'une des variables d'ajustement du vote français est l'immigration et l'une des variables du vote français est la question mémoriale algérienne. On sait qu'on va avoir affaire à ce genre de polémique de manière redondante jusqu'au mois d'avril. Il ne me semble pas qu'Abdelmajid Tebboune, vu qu'il n'est pas dans ce planning-là et qu'il ne doit pas répondre à cet échéancier-là, il me semble qu'il devrait conserver le silence si le président Macron ne s'exprime pas et laisser ça au ministre et à qui de droit à répondre, ou à la rigueur à M. Lamara, ministre des Affaires étrangères, qui pourrait éventuellement endosser ce rôle. Tout à fait. Surtout que ça intéresse personne dans l'opinion publique, il faut dire la réalité. Comme tu disais, le débat il est cristallisé à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que je pense qu'il a mis de l'eau... Je pense qu'il a apporté un peu une dimension à cette polémique qu'il n'aurait jamais dû répondre. Oui, parce que c'est la guerre des chiffres. À la limite, personne ne peut vérifier. Oui, voilà. Puis honnêtement. Parce que le ministère de l'Intérieur te dit non, on confirme qu'il y a eu 7700 demandes. Et l'Algérie te dit non, on nous en a donné que 82. Et parmi les 82, il y avait beaucoup de gens qui avaient été condamnés pour terrorisme, etc. Donc on n'en veut pas, en fait. C'est ça, tout à fait. Donc voilà. Alors, Tarek, au niveau protocolaire. Oui, alors, vous savez, quand on fait la politique, soit que vous préparez votre com et que vous faites les choses spontanément, après réflexion, soit que ça fuse spontanément parce que l'émotion vous prend lors de l'interview. Donc je pense qu'avant de répondre sur la question protocolaire, il faut se poser cette question. La deuxième chose, je pense, en ce qui me concerne, que ça a été fait volontairement, parce que s'il devait s'abaisser, il aurait dit M. Darmanin sans parler de Moussa. Mais je pense qu'il y a une espèce de double message en utilisant le mot Moussa pour dire il est des nôtres il y a 30 ans, il y a 50 ans, et regardez aujourd'hui comment les traîtres, parce que c'est ça la mentalité algérienne et le président Tebboune qui continue à fonctionner, regardez le traître. Là, j'ai pas compris par contre. Sur la mentalité algérienne. La mentalité algérienne, il y a les bons il y a les bons et il y a les mauvais. C'est un fils d'Orki. Et donc, les bons, c'est ceux qui sont battus pour l'indépendance d'Algérie, qu'ils soient algériens ou pas. C'est ça ce qu'il faut rajouter. Oui, mais de s'abaisser, justement, de répondre à un ministre, Tarek. Quand on est un mais président. Attends, mais derrière... C'était suite à l'annonce du président. Mais derrière, quand il y a Moussa, il y a aussi Éric Zemmour. Oui. Parce que si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut être dans le mental. Moi, j'ai écrit un papier sur la Tunisie pour le président Kais Saïed, et je l'ai intitulé « Dans la tête de Kais Saïed ». Vous ne pouvez pas parler de la France comme vous vivez aux États-Unis d'Amérique sans savoir que pour la France, Poitiers est le marqueur de l'histoire. Et vous venez et vous racontez l'histoire de la France. Et donc, pareil, l'Algérie, elle a une blessure, une coupure qui est la guerre. Et donc, dans la guerre, il y avait les bons, les justes, et il y avait les autres. Et Moussa et Eric sont des Algériens traîtres dans le subconscient collectif des Algériens. Donc, il faut le lire comme ça. Par contre, sur les explications des chiffres, personne ne le donnera, mais on peut avoir établi... C'est secondaire, en fait. Non, on peut avoir établi 7000 pour quitter le territoire, et non envoyer que 100, parce que dans l'intervalle, on fait aussi les choses. Les deux peuvent donc les deux chiffres peuvent être vrais, et donc... Ou alors ils ne parlent pas du même fichier. Alors, en plus, parmi ceux-là, et le président algérien l'a dit, les gens qui sont algériens, nés en France, avec une nationalité algérienne, qui sont partis en Syrie, qui sont revenus en France, sont-ils aujourd'hui, pour l'être algériens, C'est la grosse question. Ouais. Nabil, tu voulais poser une question ? Oui, alors que vous parlez de stratégie de communication, ça tombe bien, moi, je suis en plein dedans, en tant que directeur de communication, et surtout spécialisé dans la politique. C'est vrai, pour l'instant, j'ai pas trop suivi ces débats parce que pour moi, ils sont mineurs, on va dire, honnêtement, à l'heure actuelle. Le débat majeur, il n'est pas là sur le subconscient de l'opinion et les lecteurs français. Ça, disons que j'ai l'impression que ça vient en contre-pouvoir de cette avancée. Après, moi, je suis marocain, j'ai pas vécu dans ma chair, ou même au niveau de ma famille, la guerre d'Algérie. Donc, je peux pas vraiment parler à la place d'un Algérien ou quoi. Je me permettrai jamais. Et ni à la place d'un Français. Donc,
est-ce que ça vient quelque part contrecarrer cette démarche du président de la République de reconnaître les harkis lorsque voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que il y avait ça à peu près même pas une semaine avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument. Est-ce que j'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est pas bête ça. Non, mais moi j'observe, je dis rien, j'écoute. C'est le propre d'un directeur de com, c'est d'écouter, d'observer. Et après, on analyse. Et on laisse le temps au temps. Donc moi, parce que je connais un peu quand même Emmanuel Macron, je connais son parti politique, je connais un peu l'envers du décor aussi. Et vous savez, c'est un jeu d'échecs perpétuel. Hein. On avance, on recule, on avance face à l'actualité, face et surtout à ce qui se passe avec Zemmour. Moi, j'ai l'impression que quelque part, je reviens sur ce que disait Tarek, j'ai l'impression qu'il y a eu une avancée. Il y a eu une avancée humaine sur le plan humain. Voilà, ça a humanisé un peu Macron pendant ces élections pour permettre d'atténuer un peu aussi le conflit algéro-français qui se passe à l'heure actuelle sur différents sujets. Hein, parce qu'il n'y a pas que l'identité, il n'y a pas que le devoir de mémoire, il y a aussi la géostratégie, il y a l'économie. Il y a beaucoup de conflits à l'heure actuelle au Maghreb. Hein, bien sûr. Entre le Maroc et l'Algérie. Notamment le gaz. Bien sûr. Et donc, surtout que là, la toise que s'est pris la France avec je sais pas combien de milliards qu'ils ont perdu sur sous-marins australiens. Voilà. Donc je sais qu'à l'heure actuelle... 56 milliards. Donc, les derniers chiffres, je les ai eu hier, c'était 70, parce que j'ai suivi le débat à l'Assemblée nationale de Jean-Louis Le Drian, et en fait, c'est 70 milliards quand même qu'ils ont perdu, parce que c'était sur 50 ans. Ouais. Le contrat du siècle. Le contrat du siècle qu'ils ont perdu. C'est vrai que c'est une belle raclée pour le coup. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, connaissant mes chers amis de l'Élysée, avec qui je travaillais par le passé, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ça. C'est qu'on a eu Emmanuel Macron qui est venu et pourtant Emmanuel Macron est passé pour un traître, de dire, comme Chirac l'avait fait à l'époque, était passé pour un traître, alors que moi je pense que d'un point de vue contextuel, il avait raison de le faire. Et je trouve que c'est une honte. Sur un plan humain, moi je parle sur un plan humain. Voilà. Maintenant, que la personne soit un traître ou pas, je ne sais pas, je n'y étais pas, je n'ai pas vécu la chose. Mais de reconnaître quand même le travail, l'implication des harkis sur leur liberté, sur lequel ils se retrouvaient, je trouve que c'est une bonne chose. Et je pense qu'il a dû reculer par rapport à ça. Je pense, par rapport à une pression qu'il y a eu au sein même de son parti politique, par rapport à certaines influences, comme vous le disiez tout à l'heure, au niveau des extrêmes, parce qu'à l'heure actuelle, le débat, il est là, malheureusement. Et moi, je ne suis même pas surpris que ça soit Darmanin, parce que pour moi, Darmanin, c'est un extrémiste. Pour moi, c'est l'extrême droite, Darmanin. C'est pas un ancien républicain, c'est ni un mec de droite. Ses idées sont d'extrême droite. Maintenant, qu'il ait récupéré ça pour essayer de calmer un peu cet électorat républicain ou même centriste, on va dire, qui peut basculer chez Zemmour, je pense que ça peut être aussi une stratégie de communication. Bon, restez avec nous dans un instant. La question que l'on vous pose, la question à la une du LGF, justement, ces débats à l'approche de la présidentielle, est-ce qu'ils correspondent à vos attentes ? Est-ce que vous êtes satisfait ? 95% disent non. Sur Twitter, le grand forum FM2, pour nous en parler avec nous, Nabil Sama, Razik Métiche, Tarek Mami. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, émission de référence, de débat, d'échange avec Nabil Sama qui fait sa première aujourd'hui. Ça va mon Nabil ? Tout se passe bien ? Tout se passe bien, merci. Il y a Tarek Mami, il y a Razik Métiche à tes côtés. Pour une première, c'est quand même un sacré bisoutage, j'ai envie de te dire. C'est vrai, on a été gentils, j'espère. Ouais. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai marqué qu'un point. Le niveau est là. Ouais, mais ça va, t'inquiète pas. Il y en a qui ont commencé à un point et qui après terminent très haut. Bon, alors on va parler maintenant de cette présidentielle. On en parle beaucoup évidemment. Les débats de la présidentielle qui ont déjà commencé. Ça commence très tôt pour le coup. Alors les débats aujourd'hui, c'est quoi ? C'est immigration, c'est islam, c'est musulman, c'est quoi d'autre encore d'ailleurs ? J'en vois pas d'autres moi personnellement. Quel prénom ? Vous voulez le prénom, voilà. Vous voulez la dernière du matin ? Vas-y, c'est quoi ? C'est Morandini sur lequel je tombe par hasard. Et il reçoit donc le vice-président LR, une espèce de Plétra ou Gilles Plétret qui s'est fait remarquer avec cette phrase. C'est lui qui a dit donc l'épuration ethnique. Ouais. Et Morandini s'est les payé parce qu'il parle de la violence dans le gosse qui ouvre la porte de force pour sortir de la classe. Oui, on en parlera tout à l'heure. Et Morandini lui dit, j'ai remarqué.
On peut parler de n'importe quel sujet, ça se termine dans votre bouche par musulman, islam, arabe, maghrébin. L'autre dit non, c'est pas ça. Ben il dit voilà. Et donc Morandini, c'est-à-dire qu'à certains moments, tout le monde arrive à ce que ces excès deviennent un peu excès. Alors justement, les débats, on parle finalement pas des véritables enjeux, des véritables problématiques, des véritables sujets qui intéressent les Français. Parce qu'il y a eu des sondages et on voit que l'immigration et tout ça arrive bien derrière le problème du chômage économique, fin de mois. Là, en ce moment, vous avez le gasoil qui bat tous les records. Le gasoil. Non, mais je rappelle quand même qu'au début des Gilets jaunes, c'était à cause du prix du carburant que ça avait commencé. Aujourd'hui, le carburant est beaucoup plus cher qu'à l'époque du début des Gilets jaunes. Il est quasiment à 2 euros le litre. Il est quasiment à 2 euros le litre, effectivement. Tout a augmenté, la taxe foncière, c'est un truc de fou. Alors, l'augmentation de l'essence, cette année, c'est 28% de taxe. C'est énorme. C'est 1 énorme. euro sur un... Le gaz, c'est pratiquement 50% en un an. Vous imaginez, c'est fou. Voilà, donc aujourd'hui, les débats, est-ce que vous êtes satisfait, vous, de ces débats? Est-ce qu'ils correspondent à vos attentes? Bon, bah la question est posée en sachant un peu la réponse, c'est que évidemment non, mais alors la question, on va pousser la problématique un peu plus loin finalement. Est-ce que c'est la conséquence ou la responsabilité des politiques, ou est-ce que c'est la responsabilité de ceux qui les interrogent, qui sont censés aussi les bousculer un petit peu de temps en temps, les mettre face à leurs contradictions, à savoir les journalistes? Et là, excusez-moi, mais le niveau est très bas. Mais les deux sont stériles. Non, mais on dirait que ça marche ensemble. Je veux dire, ils se mettent d'accord pour être d'accord et pour faire passer un message et pour occuper le peuple avec un buzz ou deux par jour, histoire d'alimenter les réseaux sociaux et puis de faire du buzz. Mais aujourd'hui, les vrais problèmes, les vrais enjeux, on n'en parle pas. Et c'est toute la question. Tiens, Nabil, là-dessus, sur les débats aujourd'hui auxquels on assiste dans les médias et à l'approche de cette élection. Là, pour l'instant, franchement, ça ressemble à une campagne bien crasseuse. Pardon. De toute façon, ce sont les mêmes depuis la crise de 2007. Honnêtement, moi, voilà. Ce que je peux dire, ce que j'ai pu voir sur le terrain, parce que vous parlez des Gilets jaunes, voilà. Vous parliez de la lutte ouvrière. Honnêtement, moi, je ne vais pas vous mentir. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est pas plus. Et si ni moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent juste garder une façon de vivre, voilà. Et là, je voudrais parler de la classe moyenne parce que c'est elle qui galère le plus et c'est elle qui va prendre le plus cher dans cet échiquier politique. Alors, pour parler du pouvoir, les politiques n'ont pas le pouvoir de réponse à cette problématique et les journalistes, excusez-moi, mais c'est juste des suiveurs. Ouais, ils suivent des faits d'actualité, mais ils ne sont pas acteurs. Là, à l'heure actuelle, la vraie problématique, c'est le choix de ces industriels, c'est le choix voilà, de ces patrons qui voilà, c'est total. Le problème, vous voyez ce que je veux dire, c'est le 440, le problème il est là, le problème il est à Bruxelles, le problème il est même plus en France, il est même pas à l'Elysée. Donc aujourd'hui les Français bien sûr qu'ils le savent, ils ont une conscience et qui s'élève de plus en plus et ils savent chercher les réponses là où ils veulent les trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant on parle de politique, mais il faudra aussi parler de ceux qui ne votent pas. C'est ces gens-là qui comprennent la vraie problématique. Ma réponse, elle est là, moi, c'est qu'aujourd'hui, faut qu'on se tourne vers où exactement? On parle de qui? On parle de quoi précisément, en fait? Alors, on parle de Zemmour, par exemple, à longueur de journée, à longueur d'interview, dans les médias aujourd'hui. Première question, c'est votre réaction suite à ce qu'a proposé ou ce qu'a déclaré Zemmour. Razik, c'est ça aujourd'hui? Bah oui, je vais aller encore plus loin. Si on regarde en miroir l'élection législative qu'il y a eu en Allemagne, c'est le jour et la nuit. Pourtant, on est dans les mêmes thématiques. On est clairement dans les mêmes thématiques. On est dans un ensemble qui est l'Union européenne. On a des agrégats économiques, sociaux, sociétaux qui se ressemblent avec des différences, des disparités, je veux bien l'entendre, mais on est quand même face aux mêmes défis du 21e siècle en Europe. Le mot islam, pour vous donner un ordre de comparaison, le mot islam ou musulman n'a jamais été prononcé durant toute la durée de la campagne législative en Allemagne. Je vous mets au défi, personnellement, de compter le nombre de secondes qui se passent lors d'une interview politique avant que le mot islam ou que le champ lexical de l'islam soit repris. Il ne se passera pas, mais il se passera même pas une minute. Ça, c'est la première chose. On essaye de faire une diversion et on essaye d'ethniciser et de religiosiser, j'invente le mot, c'est pas grave, c'est pas mal, la question sociale en France, parce que c'est de la question sociale dont il s'agit. Ça, la première chose. La deuxième chose, on est face à des défis majeurs comme rarement, en tout cas moi, à mon échelle humaine, rarement j'ai eu en face de moi des défis tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Je vais m'expliquer. On a
clairement un nouveau modèle de société à repenser, un nouveau contrat social à repenser. On a une nouvelle relation de salariat à repenser. On a dans le même temps l'intelligence artificielle qui, dans les 20 prochaines années, va détruire à peu près la moitié, et je dis bien la moitié des emplois salariés. On a des sources d'énergie qui sont en train de se tarir. Et il faut que nous puissions trouver des énergies renouvelables ou des énergies qui permettent à tout à chacun de pouvoir vivre tout en préservant notre planète. Voilà quels sont les défis auxquels la France et le monde doivent faire face. Aujourd'hui, on nous répond quoi ? Islam, terrorisme, musulman, Mohamed. Ça n'a aucun sens, réellement. On a envie de se pincer. Moi, si j'avais été dans le coma pendant 5 ans et qu'on m'avait réveillé, là, en octobre 2021, et que je me serais réveillé en ayant vu Zemmour faire l'alpha et l'oméga de la politique française, je me serais demandé, mais quelle mouche a bien piqué la société française ? Pour avoir vécu la fin d'une France des années 90-2000, où les débats politiques se tenaient bon gré mal gré, aujourd'hui on est dans un caniveau le plus crasse, et je pèse encore mes mots. Le seul parti, je suis pas écologiste, mais le seul parti qui m'a donné un peu envie, un tant soit peu envie de m'intéresser au débat, ça a été la primaire écologiste. Si vous avez regardé le débat sur la primaire écologiste, c'était réellement... Ouais, mais très bonne qualité, Nabil. C'était de la qualité, et on nous a apporté des choses, on nous a mis des choses dans la besace, on a mis des choses, lorsque vous regardez le débat écologiste, vous repartez avec quelque chose dans votre panier. Ouais. Lorsque vous regarderez le débat DLR, ou lorsque vous regardez Éric Zemmour, excusez-moi, on n'apprend strictement rien. Et je pense que c'est pas et pour finir, je pense que les politiques, les médias, ce petit microcosme qui ne pèse rien en réalité, n'est pas à la hauteur de la société civile française. Les débats qu'on peut avoir, même parfois, vous pouvez rentrer dans une mairie, ou parler avec un adjoint d'une mairie de banlieue, ça sera beaucoup plus intéressant que d'écouter pendant 2 heures Éric Zemmour déblatérer avec je ne sais pas quel journaliste. Et enfin, une dernière chose, les journalistes français, au bout d'un moment, il faudra peut-être qu'on se pose la question. On est dans un entre-soi qui devient mortifère. Ouais. Moi, je vais prendre un seul exemple. Lorsque je vois Éric Zemmour se permettre en plateau de tutoyer une journaliste, de l'appeler mademoiselle, ensuite d'aller sur un autre plateau, de dire à Ruth Elkrief, qui est une journaliste qui a quand même un certain bagou, un certain professionnalisme et des années de carrière devant elle, lui dire mais vous êtes folle, et ne rien entendre, si ce n'est le silence médiatique qui accompagne la montée d'Éric Zemmour, ça me pose des questions, et de me dire oui, que les journalistes ne sont pas à la hauteur, là encore une fois. Merci de justifier ce que je disais juste avant. Donc, qui finance qui et qui suit qui ? À l'heure actuelle, la vraie révolution, elle est dans notre façon de consommer et dans notre façon de produire. Ça s'arrête là. Et les Allemands, c'est l'état d'esprit qu'ils ont. Ils ont un état d'esprit ultra industriel, de reconstruction. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont là-dedans. Donc c'est vrai que c'est presque j'ai même pas envie de répondre quand on me dit le débat, l'islam. C'est bon, faut arrêter parce que moi déjà. C'est de participer à ce débat, et ce débat qui est stérile. Moi, j'ai confiance en la majorité silencieuse, j'ai confiance en l'électorat français. Maintenant, n'oubliez pas le taux d'abstention, n'oubliez pas. Voilà. Est-ce qu'on parle ça donne pas envie de voter, Nabil. Excuse-moi, quand tu les écoutes, ça donne pas envie. On est d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui ne votent pas ? Ils subissent. Et c'est ce qui crée une société mortifère. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut aussi savoir apporter une réponse hors des clous de cette manipulation politico-médiatique. Il y a aussi d'autres Français. Il y a d'autres Français qui produisent et qui créent. Vous parlez des élus tout à l'heure. Moi, je connais beaucoup d'élus sans étiquette. Que ça soit l'adjoint, le conseiller municipal, le conseiller régional, le député, jusqu'à d'anciens ministres que je côtoie et avec qui je travaille sur le terrain. Vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas. Mais pourtant, mon Dieu, le travail monstre qu'ils créent, les réponses qu'ils apportent tous les jours. Il serait peut-être temps de repenser ces choses-là. Aujourd'hui, on parle constamment de Zemmour. Effectivement, vous avez raison, je l'ai vu, moi, ce débat. Mais qui finance qui ? Qui paye qui ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas, si t'as les réponses. On a un oligopole en réalité. Je pense quand même que Tarek pourrait nous répondre. On n'est pas sur un monopole, on est sur un oligopole. Quelques-uns possèdent l'ensemble des médias français. Voilà. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de créer autre chose ? Restons sur les débats et sur la qualité des débats et sur la qualité aussi des intervieweurs, c'est-à-dire des journalistes. Ah oui, on peut en placer une sur Léa Salamé. Mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, Léa Salamé ? Non, mais au bout d'un moment, franchement, qu'on nous vende, après, je l'attaque pas en tant que personne, qu'on soit bien d'accord, en tant que journaliste, qu'on nous vende cette personne comme la meilleure journaliste de France et du PAF, qui va être en plein cœur de la présidentielle, me pose un sérieux problème. Sa capacité à interviewer différemment, à agresser ou à ne pas agresser selon l'interlocuteur
qu'elle a en face d'elle me pose un gros problème d'éthique et d'éthique journalistique au bout d'un moment. Ces différentes interventions sur Laurent Ruquier, réellement, je vous invite à regarder les différentes séquences. C'est vraiment à la carte. Lorsque l'on s'acharne à ce point sur Jean-Luc Mélenchon, et je ne suis pas mélenchoniste, très loin de là, et lorsqu'on déroule des tapis rouges pour d'autres invités, ça me pose des questions. Est-ce que le débat n'est pas biaisé d'avance? Tout à fait, c'est la ligne rédactionnelle, bien sûr. Pour moi, la meilleure journaliste, c'est Élise Lucet. Bon, voilà. En tout cas, c'est celle le qui silence est d'or, j'ai envie de dire. Non, mais elle fait des très bons reportages. Elle essaye. Elle essaye. Elle s'en prend plein la tronche, mais en tout cas, elle essaye de faire le boulot. Voilà. On est avec Ali qui nous appelle de Marseille. Et Ali est un supporter de Paris à Marseille. Salut, mon Ali. Salut, Christophe. Paris magique. Paris magique, voilà. En plus, avec l'accent, c'est formidable. Paris magique. Voilà, Razik, t'entends ça, mon vieux? Non, j'avais pas mis mon casque. Bonjour, mon Ali. Alors, la qualité des débats, tu subis toi aussi? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas réagi sur les débats, mais je vais dire. Vous allez le faire, vous inquiétez pas. Non, mais c'est pas ça. Il y a deux Parisiens pro-Marseille. Balbinien. Un Balbinien parisien. J'ai pas d'arrondissement à Bobigny. Je suis pas à Paris 21e. En tout cas, pas, je suis à Bobigny. Ah bah ça viendra. Mais en tout cas, il y a le Parisien, c'est porteur de l'OM, donc au moins un partout. Exactement. Alors Ali, la qualité des débats, mon Ali. Bon, alors moi, juste rapidement, je suis d'accord avec les chroniqueurs, avec Tarek Mami et vos chroniqueurs. Par contre, faut pas oublier que faut pas calquer aussi l'Allemagne avec la France. Parce que moi, j'oublie pas un truc. Alors, c'est vrai, ça part sur le musulman à longueur de journée, même la nuit. Mais il y a un truc qui est sûr, l'immigration n'est pas la même et les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc, moi, c'est ce que je voulais soulever comme problème, en fait. Très bien. Donc, sur l'Allemagne. Oui. Sur l'Allemagne. Merci, Ali. Oui. Alors, je disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas blablater sur la France quand on habite les États-Unis ou quand on est américain, sans connaître l'importance de Poitiers dans le récit national. C'est exactement la même chose, comme dirait M. Zolive, c'est exactement la même chose quand on compare l'histoire nationale française et l'histoire nationale allemande. L'Allemagne, elle a tous les défauts du monde, notamment le nazisme, mais l'Allemagne n'a pas été un empire colonial, ce qui fait que 50 ans après, elle n'a pas de problème à résoudre sur son histoire de ce côté-là. Ce qui est le cas de la France. L'immigration en Allemagne est plutôt turque-ottomane qu'au maghrébine. Il y a eu des guerres et des alliances, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Les Allemands et les Ottomans étaient ensemble contre l'Occident. Donc c'est ça qui explique. Et troisième chose, et là où la France n'a pas joué son rôle de pays des droits de l'homme, l'Allemagne a quand même pris 1 million de Syriens, 1,2 million, 800 000, on ne va pas chipoter sur les chiffres, quand la France prend moins de 20 000. Et à quelles conditions? Oui, et dernière chose, c'est que l'Allemagne n'a pas été à la tête des croisades historiquement. Et donc, quand on ne connaît pas les récits nationaux de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, on peut blablater, on peut réécrire l'histoire et on peut dire que Pétain était un grand bonhomme, lui qui a donc mis l'honneur de la France par terre. Les débats, Tarek Mami, sur les débats, sur la qualité des débats, sur vos attentes et sur les intervieweurs, les journalistes. Alors, 3 questions, mais je vais faire vite pour laisser la place à mes collègues du jour. Donc, les débats reflètent l'état de la société et le contrôle des médias. Attendez. Les médias reflètent l'état de la société dans ces débats et le contrôle et la propriété des médias. C'est pour moi 2 choses différentes. Non. C'est-à-dire que quand il y a un débat dans la société, si les propriétaires des médias n'étaient pas des hommes d'affaires qui gèrent avec l'État, leurs journalistes se comporteraient d'une autre manière. Ça se nomme le pantouflage. Non, mais c'est pire que ça. Alors, on va faire simple. Aux États-Unis, la loi interdit à un homme d'affaires qui construit les ponts d'avoir un média. En France, le constructeur des ponts, avec tout le respect que je lui dois, il a une chaîne de télévision. Gère la première télévision, il va acheter la deuxième, M6. Aux États-Unis, le vendeur des avions Lockheed ne peut pas être propriétaire d'une télé ou d'une radio. En France, Lagardère est propriétaire de radio et TV. Aux États-Unis, le grand propriétaire des réseaux, comme M. Drahi, ne peut pas être propriétaire des médias. Il y a même un principe, il faut séparer le tuyau du contenu du tuyau.
Or, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité et de France que vous avez le propriétaire des tuyaux, donc le vendeur des fibres, qui met ce qu'il veut là-dedans. Et donc, vous avez une situation d'oligarchie en France qui fait que les intérêts privés dépassent. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez avoir d'ici quelques jours un grand débat. Monsieur Zoliv ne sera pas autant présent sur le service public qu'il est sur les 2 télévisions dites indépendantes. Ah non, parce qu'il est interdit sur le service public. Non, il n'est pas interdit. Non, parce que quand vous allez sur le service public, vous y allez avec une qualité. En tant que journaliste, en tant qu'homme politique, en tant que polémiste. Mais ce mélange des genres qu'autorise, pour ne pas les nommer, CNews et BFM, est interdit ailleurs. D'ailleurs, LCI, elle a les fesses entre 2 chaises. Parce que, ils ont choisi. Ils se sont fait taper parce qu'ils avaient fait diffuser le discours de M. Zoliv en direct et depuis, la situation est différente. Ils l'ont invité lundi dernier quand même. En prime time, ils lui ont donné 2 heures d'antenne Non, avec toutes les crièves qui s'est assis littéralement. Oui, il n'était pas interdit de trucs. Et moi, par exemple, les gens, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, sinon vous tapez sur Internet, je ne veux pas faire de la publicité ni aux uns aux autres, mais vous avez eu un débat sur France Inter, animé par Ali Badou, dans lequel il y avait M. Zoliv d'un côté, et il y avait M. Glucksmann, on peut penser ce qu'on veut de M. Glucksmann, et Natacha Polony. Cherchez le lien avec Léa Salamé, Glucksmann, tout ça. Non, mais... Et aller d'où la réflexion de Razid et aller, si vous voulez, à la 18e minute. Et M. Zoliv vous dit, moi je suis pour le christianisme et contre le Christ. Et vous inquiétez pas, à un certain moment, cette phrase va tourner, et vous avez tous ceux qui sont anti-arabes, anti-musulmans et tout ça, ils sauront plus quoi faire, parce que leur idole insulte leur roi de religion. Et donc, c'est pour ça que je dis, il y a le contrôle des médias, le débat qui existe dans la société, qui est mis en amplification. Les journalistes, Tarek, parlez des journalistes. Et les affairistes. Et j'y viens. Pour les journalistes, vous avez aujourd'hui 2 genres de journalistes dans ce pays. Vous avez les journalistes, avec tout le respect aux uns et aux autres, qui travaillent pour gagner leur pain, pour avoir un salaire, et qui font ce je vais être vulgaire, qui font là où on leur dit de faire. Et vous avez les journalistes qui, quand ils ne sont plus d'accord, comme l'ancien CNews, 80 démissionnent le même jour, en faisant appel à ce que nous avons dans notre métier de journaliste, la clause de conscience. C'est-à-dire que si moi je travaille dans un journal d'extrême gauche et que le patron devient d'extrême droite, j'ai une clause pour démissionner au nom de ce truc. Et combien aujourd'hui en France respectent cette clause ? C'est Epsilon. Ah bah tiens, je vais la faire valoir parce que moi, quand je suis rentré à France Maghreb 2, vous étiez plutôt de gauche, là, vous êtes plutôt macroniste. Donc ça a changé. Alors, je peux faire valoir ma clause ou pas ? Vous avez le droit. Vous avez le droit. C'est un droit de retrait en direct. Non, vous avez le droit, sauf que le président Macron aujourd'hui, il a un pied à gauche. Alors vous direz, c'est du un pied à droite au sol, le dernier orteil à gauche. À droite pour Macron. Voilà. Et donc, en clair, si quelqu'un n'est pas heureux dans la nouvelle rédaction telle qu'elle est conçue, c'est son droit de partir. C'est ce qui s'est passé à Europe 1 notamment à la fin de la saison. Et avant CNews, ça s'appelait C8, c'est 80 et à Canal+. Et quand vous avez donc, pour ne pas le nommer, exactement. Et quand vous avez, et pour terminer sur le journaliste, un patron donc d'une grande chaîne qui commence par enlever les guignols de Canal+, qui faisait l'identité, c'est là où vous voyez que le mélange des gens, c'est pas bon. Et on dit même qu'en fait, les guignols, c'était un prétexte parce que derrière, il y avait un reportage sur le Crédit Agricole et ses relations avec M. Sarkozy. Et pour couper court à ce reportage qui arrive, qui aurait été mérité d'être fait par Mme Élise Guisset, on le coupe. Donc pour moi, il y a le journaliste qui a une conscience et il y a le journaliste qui gagne du pain. Et il reste quelques-uns qui gagnent leur repas, leur salaire, tout en gardant leur conscience. Et il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, ne serait-ce, je ne veux pas citer les gens, je ne veux pas faire des CNews pour dire celui-là c'est un bon journaliste, celui-là c'est un mauvais. Mais par exemple sur BFM, regardez des émissions et vous regardez les journalistes et vous allez voir que le comportement et les questions de certains journalistes ne ressemblent pas à ceux qui font des vagues. Bon, en tout cas, la réponse est très tranchée. Pour le coup, est-ce que les débats correspondent à vos attentes à l'approche de cette élection présidentielle? La réponse est franchement non à 95%. Il y a 5% qui sont satisfaits. La première question de la société française, c'est le chômage, le travail et l'avenir des enfants. L'économie. Et le travail des enfants. Mais Tarek Bami, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat des interviews le matin, le soir, à la télé, sur les radios,
Ça devrait être la première question. Oui. Et à la limite, à la fin, s'il nous reste un peu de temps, on peut éventuellement poser une question sur la connerie qu'a raconté Zemmour. Mais là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils ont aucune C'est-à-dire qu'on réponse. commence par C'est la ça. connerie que vient de raconter Zemmour, et on va même faire toute l'émission, toute l'interview sur l'immigration. Moi, ce que je comprends l'islam, pas, tout ça. Christophe, Ça tricoter. commence à suffire, quoi. Moi, ce que je comprends pas, et je vais pousser un coup de gueule. Vous m'invitez pour vous parler de l'actualité, Ouais, et la première question que vous me posez, c'est sur Zolive. ouais. La deuxième sur Zolive. Et la troisième sur Zolive. Et moi, je continue à répondre. Ouais. À certains moments, moi, je dis allô, Georges Marchais. Vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses. Vous me parlez de Zolive, je vous parle du chômage. Ouais. Mais ça, aujourd'hui, on n'a plus personne capable de faire ça. Est-ce que ça veut dire qu'on a une classe politique qui est incompétente et qui est Non, incapable de répondre aux Non, véritables on a une- attentes des Français? on a une Tout à classe fait. politique. Moi, je dis oui, moi. Moi, je On dis a- oui aussi, qui est moins compétente qu'à Non, l'époque. on a une classe politique peureuse qui considère qu'en allant dans le sens, elle va gagner et après, éventuellement, elle fera ce qu'elle a en tête. Mais je suis assez partagé. Moi, je me dis que franchement, cette classe politique, finalement, elle n'a pas beaucoup de réponses à apporter finalement Et vous aux savez problématiques pour- des et vous- Français. et vous savez pourquoi, Et c'est pour cher ça Christophe qu'elle c'est fait des consommateurs. diversion Non, avec des ils sont conneries de consommateurs. Zemmour. Et vous savez pourquoi, cher Christophe? Parce qu'en France, être homme politique est un métier. Tout à fait. Dans tous les autres pays du monde, y compris à commencer par les États-Unis, C'est un engagement. vous avez votre travail, vous passez 4 ans, 8 ans à faire de la politique et vous repartez dans votre boîte. En France, vous sortez de l'ENA éventuellement à 26 ans, vous vous faites élire parce que dans un endroit. Parachutage. Et puis vous faites 40 ans, 50 ans. Vous avez des élus sénateurs qui sont partis à 73 ans, qui sont rentrés dans les différentes fonctions. Donc on a un problème. Moi j'ai un professeur il y a longtemps à la faculté, vous pouvez noter le nom d'ailleurs, il s'appelait Daniel Gaxi. Il a un petit livre qui fait 90 pages qui s'appelle Le professionnel de la politique. Et en 1975, il expliquait déjà que ce pays va J'étais pas finir. né. Oui, tout à fait. Il expliquait déjà que ce pays va mourir de sa classe politique parce que la politique, comme on dit, on la sert et on ne se sert pas d'elle. Alors, Christophe, est-ce que je pourrais juste répondre à ce que disait Tariq? Oui. Parce que voilà, Tu moi, peux, je- tu voilà, peux, tu moi, peux. j'ai- moi, j'ai vécu ça en tant qu'ancien attaché parlementaire. Donc je me suis engagé, moi, pour ma ville, pour mon quartier, pour mes citoyens. Et la vraie problématique, c'était l'économie. Voilà, Sur quelle circonscription? la Nièvre. D'accord. Voilà, donc... Parce que j'étais attaché parlementaire aussi dans Oui, une autre j'allais vie. dire, c'est ce qui fait votre point commun. Donc, Voilà. c'était une députée qui était en marche. Donc, moi, pour vous En dire... marche ou en recul? Voilà, mais maintenant, elle est en recul. Ah, Elle n'est même plus, elle n'est même plus en marche. Elle n'est même plus en marche. Mais voilà. Et ce qui était troublant, c'est que moi, à l'époque, j'étais directeur de campagne pour un autre candidat d'un parti adverse. Donc, on perd face à la vague en marche. Et elle décide de me recruter parce que voilà, voilà, mon travail lui avait plu. Et puis, on était tombé d'accord dans la forme. Et ensuite, j'ai dû faire face au fond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je faisais quoi? Mon travail, c'était quoi? En tant qu'attaché parlementaire, c'était d'aller sur le terrain et de recueillir les vraies problématiques. Donc, en circonscription. Voilà. Donc j'allais rencontrer préciser aux gens. les habitants, les acteurs associatifs, et les acteurs du monde économique. La vraie question, c'était ni l'identité nationale, ni les religions. Tout ça, c'est de l'ordre. C'était quoi, Nabil? Dis-nous. Non, mais c'était travail, le le travail. logement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas plus. Ils veulent ni moins. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent garder cette façon de vivre à la française. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Et dans la Nièvre, hein, précisons. Mais excusez-moi, la Nièvre, c'est la France. En Oui, Ile-de-France, mais j'ai c'était bien pareil, compris. hein. J'ai Les bien deux compris. thématiques, Non, mais- c'était l'emploi et le Non, logement. mais excusez-moi, les plus grands présidents viennent de la Nièvre. Ouais, Mitterrand. je sais pas si t'appelles plus grand, mais bon. Non, non, Ouais, ça va, ça va. Non, mais je parle de Pas présidents en qui avaient taille, des en tout dimensions, cas. Oui, voilà, pas en- Oui. qui ont apporté une dimension. Vous voyez ce que Bon. je veux dire? Voilà, et moi j'ai dû faire face à ça. Bon, alors, Alors, messieurs. Non, stop, pub. Une dépêche. Oui, qu'est-ce qu'il y a, dépêche? Donc- Méfiez-vous des dépêches, Tarek. Ça Alors, vient d'où? AFP. AFP, d'accord, oui, qu'est-ce qui se passe? Donc Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, est mort ce matin à l'âge de 101 ans. RIP à lui. Sur France Maghreb 2, Et à son âge. ce genre d'information fait aussi partie de l'information. Exactement, Erahmou, comme on dit. Ouais. Voilà. Il est où notre invité là? Il est pas arrivé? On va voir ça tout de suite. Gilles Manson qui doit être avec nous, historien, pour parler du 17 octobre 61, dont c'est le 60e anniversaire déjà cette année. Le LGF sur France Maghreb 2, notre invité s'est un peu planté d'adresse, donc il arrive, les amis. Gilles Manseron, historien, spécialiste du colonialisme français, pour parler du 17 octobre 61, avec pas mal de manifestations qui sont organisées, et notamment une principale, une marche
qui partira du Grand Rex ce dimanche à partir de 14h. Des initiatives qu'on relaiera évidemment tout au long de cette semaine à l'approche de cet événement important, de ce rappel historique important bien entendu, avec bien entendu nos différents invités tout au long de cette semaine, parce que en plus c'est le 60e anniversaire de cette sombre journée, de ce couvre-feu imposé aux Maghrébins à Paris le 17 octobre 1961. Et avant que nous en parlions tout à l'heure avec Gilles Manseron, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que depuis que j'entends parler de cette histoire, on attribue la responsabilité principale à Maurice Papon, qui était alors le préfet de l'époque. Sauf que si je ne dis pas de bêtises, le préfet obéit à des ordres. Absolument. Et on oublie un peu le rôle sombre du général de Gaulle à l'époque quand même, qui était, rappelons-le, le président de la République. Ce qu'on reproche, Michel Debré aussi. Ce qu'on reproche à M. Papon, c'est qu'après ce qui s'est passé, quand il va recevoir les policiers et les blessés, c'est qu'ils ne disent pas un mot sur la violence. Et donc c'était dans son rôle à lui d'abord de le dire, pour que ça monte. D'ailleurs, on rappelle pour l'histoire que M. Papon a été, lui, condamné pour ce qu'il a fait comme crime de bureau sous le nazisme, et qu'il n'a jamais été condamné pour ce qu'il a fait physiquement contre les Algériens noyés dans la Seine. C'est un crime qui reste toujours impuni. Faut avoir toujours la lecture historique et sa profondeur, ce que j'appelle toujours le récit national, pour comprendre ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. La violence de l'époque. Quand même. Direction, les amis, on en parlera avec Gilles Manseron qui sera avec nous dans un instant, tant qu'il arrive. Il s'est un peu planté, bon, il est pas très loin. Il arrive dans le studio dans quelques instants. Direction Comblaville, c'est en Seine-et-Marne, les amis. En Essonne, pardon. Non, Seine-et-Marne. Non, Seine-et-Marne. Parce qu'en fait, c'est juste à côté de chez moi. Oui, et je suis à la frontière d'Essonne. Voilà. Comblaville, voici ce qui s'est passé. Écoutez. La scène violente est filmée en plein cours. On y voit un lycéen qui veut sortir de classe, son professeur s'y oppose. Le garçon qui a fait ça sera sévèrement sanctionné. Bien entendu, je laisse le processus se réaliser maintenant sur le plan disciplinaire, mais il est évident qu'il doit être écarté, rescolarisé très différemment. Alors ça, c'était Jean-Michel Blanquer, évidemment, ministre de l'Éducation nationale. Le garçon en question, effectivement, a bousculé, plus que bousculé d'ailleurs, puisqu'il envoie la porte carrément sur la professeure qui est tombée, qui a été ramassée d'ailleurs par un élève, puisque dans les médias, on a aussi raconté beaucoup de conneries sur le fait qu'aucun élève ne lui a porté secours, alors que c'est faux. La preuve, elle est en image sur la vidéo entière. Mais le plus grave, le plus dramatique, c'est que finalement, ce genre de scène, qui est évidemment condamnable, se retrouve comme ça sur les réseaux. D'ailleurs, Marlène Schiappa a demandé la suppression de cette vidéo, mais bon, Marlène Schiappa peut faire ce qu'elle veut, mais les gens ont eu le temps de la télécharger et de la stocker, quoi qu'il arrive. Moi, c'est sur la réponse à apporter à cette situation, qui, somme toute, sont des situations qui restent rares, et heureusement, mais cette violence, aujourd'hui, et ce rapport élève-prof, moi, je me rappelle à l'époque, je pense que c'est également pour vous, quand on allait à l'école, on avait ce respect vis-à-vis du prof et de l'enseignant. Si on faisait une connerie et que les parents étaient au courant, je peux vous dire que c'était une raclée qu'on recevait à la maison quand on rentrait. Et ce rapport a complètement changé. Maintenant, on a des parents qui vont limite prendre la défense des enfants et être violents avec des profs parfois pour des conflits. On en arrive là. C'est-à-dire que la violence est entrée aussi dans les cours d'école aujourd'hui et qui est légitimée parfois par certains parents. D'où ce problème d'éducation aussi. Oui, avant de laisser mes camarades aller sur le fond, c'est aussi une manière de traiter l'information. Hier, on a eu 2 vidéos. Dans la première vidéo, des jeunes se prennent à notre jeune parce qu'il est ou il serait homosexuel. À la fin de la vidéo, on voit... C'est un bonjon, ça. Attendez. À la fin de la vidéo, on voit une femme apparemment d'origine africaine, qui vient se mettre au-dessus du corps de l'enfant pour le protéger, et là on voit que les jeunes ne le frappent plus, au lieu de mettre cette image en valeur de la notion de citoyenneté, et pour parler des Africains, des Arabes et des quartiers, mais en tout cas de l'importance de la citoyenneté, on va montrer la violence que le gosse a subie. Et vous avez la même chose, et vous l'avez dit, dans la classe, il y a au moins un élève qui s'est levé pour protéger sa prof, et on ne le met pas en valeur. Et donc, on est dans une société spectacle, soit on met en valeur ce qui ne marche pas, et on appuie, et on finira par comprendre que ça ne marche pas, soit qu'on sort les bons exemples, et ça marche. Dernière chose,
Il y a quelques années, donc, il y a un jeune africain qui est monté dans les étages, qui a sauvé un gamin. Il a été reçu par le président de la République. Absolument. Et quelques jours après, il a eu la nationalité française. Vous avez la même chose du côté de Dijon, où un jeune stagiaire guinéen a sauvé une fille de la mort dans le restaurant où elle travaille. Et quand il demande la nationalité française, on la lui refuse. Donc, ou vous prenez le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et pour faire la boutade, comme disait mon ami Rida, chaque fois qu'il y a 2 verres, moi je commence par boire et après je réfléchis. Mais sur la réponse à apporter, alors il est exclu temporairement, nous précisons, du lycée, hein, on est au lycée. Quel type de réponse pour apporter à ce genre de problématique et à ce type de violence, Razik? Alors d'abord pour commencer, on a là affaire à un marronnier, voire au plus grand marronnier de la presse française. Il faut quand même avoir ça en tête. Dès que l'actualité est un petit peu en dents de scie, on nous ressort l'affaire de la violence à l'école. Ça fait 30 ans en fait qu'on nous explique que l'école devient de plus en plus violente. Donc je prends toujours garde avec ce genre de vérité générale. C'est la première chose. La deuxième chose sur les faits en eux-mêmes. Ils sont d'une gravité bien évidemment, mais il ne faudrait pas penser que dans les années 80, 90, 2000, que l'école était une chasse gardée. Ça serait quand même biaisé un petit peu le propos. J'ai été scolarisé en ZEP durant une bonne partie de ma scolarité avant d'aller en prépa et en grande école. La violence ne s'arrêtait pas à la porte de l'école. Il faut arrêter cette fiction. Après qu'aujourd'hui, que nous soyons dans des thématiques plus violentes, que la violence soit exacerbée, que les réseaux sociaux exacerbent cet âge qui est l'adolescence, la puberté, que les réseaux sociaux, que les smartphones aient amené de nouvelles violences symboliques, des nouvelles façons d'harceler, de nouveaux harcèlements scolaires, je veux bien l'entendre, mais qu'on nous fasse pas passer aujourd'hui l'école comme des westerns finis, alors qu'il y a 20 ans, c'était les bisounours. Il me semble qu'entre les deux, il y a une place pour la vérité. Pour répondre à ta question, les moyens, encore une fois, et les moyens humains. Je vais te donner qu'est-ce qu'on fait de ce jeune exemple. On fait quoi? Ce jeune, on le marginalise? Non, les procédures sont prévues pour ça. Là, il exclut temporairement. Il va sûrement passer en conseil de discipline qui est souverain, et le conseil de discipline de son établissement décidera de la suite. S'il doit être renvoyé, s'il doit suivre une autre scolarité. Donc là, pour le coup, j'ai toute confiance en l'éducation nationale qui sait très bien gérer en fait ce genre d'affaires. Après, sur la question des moyens, je vais vous donner un seul exemple. J'ai eu la chance, lorsque j'étais étudiant à Sciences Po, d'être en même temps assistant pédagogique. L'assistant pédagogique était un poste qui avait été créé pour être un petit peu entre le professeur et le surveillant. À cette époque-là, j'étais dans un lycée qui était le lycée pionnier, le lycée pilote de la réforme des assistants pédagogiques, où justement les moyens ont été mis. Je vous dis ça pas pour me faire mousser, c'est juste pour vous dire, lorsqu'on met des moyens, on a des résultats. 2 ans après, pas 10 ans après, 2 ans après avoir mis les moyens, ce lycée, le lycée Jacques Brel de la Courneuve, avait eu la plus grosse progression au baccalauréat en 2 ans. Ils avaient pris plus 20 points. Ça veut dire, lorsqu'on met des moyens humains de qualité, les résultats s'en ressortent. Donc que l'éducation nationale arrête de baisser le nombre de concours, que l'éducation nationale arrête d'avoir recours à des vacataires qui sont en train d'être précarisés, qui ne peuvent pas bien mener leur mission, et peut-être qu'on aura un petit peu de solution. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, Nabil, c'est que vous avez des journalistes alors qui racontent la scène et qui appuient sur les propos du jeune homme. C'est « Wallah, madame, sur le Coran, vous allez me laisser passer ». Et le journaliste se voit en train de répéter ça pour expliquer ce qui s'est passé. Bien sûr, voilà le niveau. Bien sûr, on est là pour diaboliser et encore une fois de plus écarter le vrai problème qu'a soulevé mon Razik. Collègue, il s'appelle Razik. Razik, ouais. Tout à fait. Faut diaboliser. Voilà, on est dans une politique de diabolisation et à l'heure actuelle, disons que l'islam, encore une fois de plus, et les musulmans, encore une fois de plus, et les jeunes de banlieue, encore une fois de plus. Bon, vous savez... Quel type de réponse apporter à ce type de comportement? Moi, la réponse, c'est l'éducation. Ouais. Plus d'éducation, plus de moyens humains, plus de moyens financiers, renforcer les structures, renforcer la place qu'est un professeur d'école ou un instituteur. Il faut renforcer ce statut. Et effectivement, l'institution majeure qui est l'éducation nationale a été mise à sac depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est très compliqué. Moi, comme Razik, j'ai eu la chance aussi de travailler pour l'éducation nationale en tant qu'intervenant de cinéma dans les écoles. Et j'ai pu voir la détresse aussi, la détresse et le manque de moyens qu'ont malheureusement certaines structures. La réponse, c'est la même, c'est d'apporter plus de moyens humains,
et plus de moyens matériels pour pouvoir apporter une vraie pédagogie et une vraie structure, un accompagnement pour ces jeunes qui ont des difficultés. Car quel jeune n'a pas eu de difficultés et quel jeune n'a pas eu un mauvais comportement à un moment de sa vie? Nous sommes avec Jamel aussi au téléphone 01 40 33 9000 pour en finir sur ce sujet. Il fallait qu'on en parle quand même pour apporter un petit peu notre spécificité, notre regard à nous dans cette émission. On ne s'interdit pas de parler des sujets qu'on évoque partout, au contraire, pour y apporter notre regard à nous. Jamel. Oui, bonjour messieurs, comment allez-vous? Fort bien Jamel, on t'écoute. J'espère que vous m'écoutez. Je crois que c'était dit, hein. Par contre, t'as un problème de réseau, mon vieux, hein. On te capte pas bien là. T'es chez quel opérateur qu'on n'y aille pas? Par hasard. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là vas-y, bouge plus. Non, on t'entend pas, Jamel. Je suis désolé, on t'entend pas, ça passe pas. Voilà, ce sont des choses qui arrivent quand on est chez un opérateur low cost, hein, mon cher Jamel. Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, ou pas d'ailleurs, de ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il était bon d'apporter peut-être notre regard là-dessus, sur ce sujet qui est là à la une de tous les médias, bien entendu, de ce qui s'est passé à Comble-la-Ville. Évidemment, condamnable, bien sûr, de ce qui s'est passé, parce que le respect, quand même, c'est quand même fortement perdu. Je vous entends, Razik et Ali, mais le respect et le rapport entre prof et élève, c'est pas le même que celui d'il y a 50 ans, je veux dire. Voilà, il faut être réel, enfin, faut être concret là-dessus. Et voilà, vous avez une société qui s'est quand même, qui s'est quand même laissé emporter dans une espèce de violence, et qui est parfois légitimée par certains parents. La banalisation de la violence, mais comme je dis, il y a eu des histoires où justement il y a un problème de comportement avec l'élève, et le parent, au lieu d'écouter et surtout de remettre et de recadrer son enfant, va prendre la défense de son gamin. Voilà, et on a eu des parents qui sont venus frapper des enseignants. Tout à fait. Donc voilà, c'est intolérable pour moi. Je sais pas, c'est condamnable. Peut-être que je suis un peu un réac, mais pour le coup, voilà. Ça veut pas dire que les enseignants ont toujours raison, hein. Attention. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a des manières quand même de parlementer, de discuter, d'échanger, de débattre, que d'en arriver à la violence. Bon, dans un instant, il est avec nous, notre invité. Il a retrouvé la radio. Il est le bienvenu, Gilles Manceron, pour parler du 17 octobre 61, les amis. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. L'émission de référence s'appelle Le Grand Forum, c'est tous les jours de 16h à 18h avec aujourd'hui Tarek Mami, avec notre ami Nabil Sama et Razik Métiche, c'est notre invité qui est arrivé, que je salue, il est historien. Monsieur Gilles Manceron, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour. Ça y est, vous avez trouvé la radio, tout va bien? Voilà. Bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, monsieur Manceron. Alors, vous êtes historien, je le rappelle, et vous êtes plutôt spécialiste dans le colonialisme français. Voilà. Et à ce titre, monsieur Manceron, j'aimerais qu'on parle de cette date importante que l'on évoque d'ailleurs chaque année, mais cette année, ça a une, j'allais dire, je sais pas, une saveur, mais en tout cas c'est très particulier puisque c'est le 60e anniversaire de cette sombre date qui est, je sais pas si on peut le dire, une honte pour la nation française, ce fameux 17 octobre 1961. En tant qu'historien, quels sont les faits que vous avez à nous apporter aujourd'hui sur ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, écoutez, on est à la fin de la guerre d'Algérie. Ouais. Les négociations d'éviance ont commencé à partir de mai 61, après le tournant pris par le général de Gaulle, qui, après avoir laissé comprendre qu'il serait favorable à l'Algérie française en 58, a dit il faut l'autodétermination de l'Algérie. Ensuite, il précise, il faut une république algérienne indépendante au dedans et au dehors. Automne 60. Donc, les choses sont fixées, sont clairement désignées. La sortie du tunnel est à l'horizon. Et donc, commencent ces négociations d'Évian et se déclenche une répression terrible contre l'immigration algérienne en France en septembre-octobre 61, au moment où les négociations sont bien avancées et où précisément le général de Gaulle venait de céder sur une question qui ralentissait un peu les négociations, la question de la souveraineté algérienne sur le Sahara. À un moment, ça s'est interrompu. Les Français essayaient de garder une partie de la souveraineté sur le Sahara. Et puis, finalement, de Gaulle a dit « Allez, ça suffit, on laisse tomber, le Sahara sera algérien, on reprend ». Et du coup, il n'y avait plus que les modalités de la transition qui étaient à préciser. Et se déclenche à Paris une répression terrible contre l'immigration algérienne. Alors c'est
une forme d'énigme pendant longtemps. Parce que pendant longtemps, il y a eu aussi un mensonge d'État côté français qui disait « ça n'a pas existé, c'est le FLN qui a attaqué la police, il y a eu des tirs de part et d'autre, et il n'y a eu que 2 morts algériens ». Bon. Oui, c'est vrai. Officiellement, on parle de 2 morts. Voilà, 2 morts algériens. Il y avait un Français qui traversait le boulevard Bonne Nouvelle et puis qui s'est pris un coup de bidule. On appelait ça des bidules, des matraques très, très lestées qui lui a fracassé le crâne. Alors, ils n'ont pas pu le nier parce que tout de suite, ça a été annoncé. Et en fait, il y en a eu de l'ordre de 200. On ne sait pas encore combien. On n'a pas de chiffre véritable. Non, on n'a pas de chiffre véritable. L'historien, celui qui a fait le plus de l'histoire, qui est Jean-Luc Hénaudi, qui était pas un historien universitaire, qui était un éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse et qui a fait des travaux importants. Il a publié des bouquins et le dernier d'entre eux se termine par une liste de noms. Alors, il y en a 380, je crois, dans ma mémoire. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bilan. Il y a probablement des erreurs dans sa liste, des noms qui apparaissent 2 fois dans des variantes différentes. Bon, donc on ne sait pas. On ne sait pas, mais si on avait accès aux archives, et ça c'est une demande importante des historiens, ça permettrait d'en savoir davantage. Ce qui n'est pas le cas. On n'a toujours pas accès aux archives. C'est pas le cas. Alors, mais Monsieur Hénaudi, lui, il a pu accéder un petit peu à quelques archives, et apparemment, il a été le seul autorisé, on ne sait pas pourquoi. Non, il n'a pas été le seul autorisé. C'est des archivistes qui, à la sauvette, lui ont fait des photocopies et lui ont fourni. Parce que les archivistes. Il a su être convaincant. Oui. Il a eu donc ce n'est pas une autorisation officielle de l'État, mais c'est par le... Absolument. Par militantisme, disons. Les archivistes qui, par engagement citoyen, militantisme, ont fait ce geste, qui ont témoigné pour lui lors du procès que Papon lui a fait et que Papon a perdu, eh ben, ils ont été sanctionnés par la suite. Donc c'est une bataille qui est en cours, qui n'est pas terminée, pour le droit des citoyens d'accéder aux archives. Monsieur Gilles Manson. Vous espérez que le président Macron annoncerait le 17 l'ouverture de ces archives comme pas et comme conséquence du rapport de Benjamin Stora? Ça serait logique. Mais le problème, c'est qu'il l'avait déjà annoncé lorsqu'il a rendu visite à Josette Audin en septembre 2018. Et dans les mois qui ont suivi, il y a eu au contraire une fermeture. Absolument, dans la réalité. Oui, c'est ça, c'est le en même temps. Voilà. Alors, est-ce que ça tient de lui ou de gens de sa majorité sur lesquels il s'appuie et qu'il ne désavoue pas? Je ne veux pas lui faire un procès personnel particulier, mais voilà le résultat. Monsieur Manson, j'en parlais tout à l'heure avec mes camarades sur le 17 octobre 61. On parle beaucoup, et pour cause, de la responsabilité du préfet de l'époque, à savoir monsieur Maurice Papon. Pour le coup, le préfet reçoit des ordres. Est-ce qu'on peut dire aussi que le général de Gaulle n'est pas étranger? Bien au contraire, d'ailleurs, il aurait demandé à ce qu'il se passe ce genre de scène dans Paris. Alors, le rôle du général de Gaulle par rapport à cette histoire, parce qu'on n'en parle jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'en parle jamais. Alors moi, je dirais que le général de Gaulle a une forme de complicité dans ce qui a été commis et qui doit être qualifié de crime d'État, mais le crime en question, il a été orchestré par d'autres au sein de son gouvernement qui n'étaient pas forcément d'accord avec l'orientation qu'il avait fini par prendre. En particulier le Premier ministre Michel Debré, absolument, qui avait fait nommer un ministre de l'Intérieur proche de lui, Roger Frey, qui était un dur. Il a demandé qu'on vire celui qui était avant et qu'il trouvait pas suffisamment répressif. Et il a fait virer par De Gaulle, il a demandé qu'il soit remplacé Edmond Michelet, le ministre de la Justice, qui laissait faire le FLN dans les prisons et dans les camps, FLN qui avait organisé une école en quelque sorte, pour les détenus nombreux du FLN dans les camps et dans les prisons françaises. Et Debré disait, mais qu'est-ce que c'est que celui-là, ce ministre de la Justice, il est avec notre ennemi, etc. Et il a obtenu qu'il soit viré. Et c'est, à mon avis, Michel Debré qui orchestre, à partir de fin août 61, au moment où De Gaulle cède sur la question du Sahara et dit, bon, ok, on fait l'indépendance, et ça sera le FLN, le GPRA, qui va s'installer au pouvoir. Donc,
Ils croyaient que c'était le GPRA, ça ne sera pas tout à fait ça le scénario final. Bon, mais beaucoup d'Algériens pensaient aussi que ça serait le GPRA et pas l'armée des frontières. Bon, mais en tout cas, voilà ce qui se passe. Debré n'a plus la maîtrise sur le dossier algérien, puisque De Gaulle l'a pris pour lui, puis ensuite l'a confié à Louis Joxe pour mener les négociations. Et il ne reste plus à Michel Debré que la question du maintien de l'ordre en France. Ouais, ouais. Et alors, on va recontextualiser. On est donc le 17 octobre 61, couvre-feu imposé contre les Maghrébins, on va dire, hein, oui. À Paris. Manifestation, donc beaucoup décident de ne pas respecter ce couvre-feu et donc descendent de manière pacifique. Absolument. Dans les rues de Paris pour manifester. Et là, ça s'enchaîne. C'est-à-dire que voilà, il y a eu une violence absolument incroyable qui a été commise ce soir-là. On a, pour faire simple, attrapé des gens que l'on a menottés et que l'on a jetés dans la Seine. Oui. Voilà. Oui. D'ailleurs, il y a la petite histoire de Fatima Bidar, je crois qu'elle s'appelait. Bédard, oui. Bédard, pardon. Retrouvée avec son cartable encore sur le dos. Et ses parents ne voulant pas qu'elle aille manifester, elle est quand même partie manifester. Et on a dit qu'elle s'était suicidée, voilà. Sur le rapport officiel. Oui. Absolument. Donc là, ce soir-là, c'était une véritable chasse à l'homme qui était d'ailleurs dans les quartiers, je crois que c'était pas loin d'ici, hein, d'ailleurs. Hein, monsieur Manson, c'était dans les quartiers Couronne, Méline-Montant, etc. Oui, notamment, mais pas seulement, aussi du côté de l'Étoile, pareil, parce qu'il y a des gens qui sortaient du métro. Sur le pont de Neuilly, parce qu'il y a des gens qui étaient venus à pied de Suresnes. On a même réquisitionné un palais des sports, je crois, pour entasser les gens arrêtés, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, il y avait le gymnase Charletti, d'une part, et puis, d'autre part, à la porte de Versailles, le hall des expositions. C'est ça. Et le palais des sports. Un espèce de Veldiv bis, quoi. Voilà, transporté exactement. par la RATP. Et j'ai à signaler aussi. Voilà. Ouais. Donc alors, la police avait préparé sa répression. Est-ce qu'on peut parler d'une honte pour la nation de ce jour-là, en tout cas ? À mon avis, oui. De même manière que la rafle du Veldiv est une honte pour les autorités de Vichy ou les autorités qui collaboraient avec les Allemands dans la déportation, l'arrestation puis la déportation des Juifs de France. Et là, c'est une honte. Il y avait quelque chose comme 30 à 40 000 personnes qui sont descendues dans les rues. Ils en avaient le droit. Ils étaient aussi français que les autres, légalement, puisqu'on n'avait pas encore donné l'indépendance à l'Algérie. Cédé l'indépendance qu'elle avait conquise. Ils descendaient dans les rues, quelque chose comme 12 000 arrestations. 12 000 arrestations, donc au Palais des Sports, dans le gymnase Charletti, au camp de Vincennes, absolument, là où il y a en gros la cartoucherie de Vincennes aujourd'hui, dans le bois de Vincennes. Et donc 12 000 arrestations, c'est énorme. C'est quelque chose de préparé, parce que les bus, ils ne sont pas venus... c'est une logistique. C'est une logistique qui a été préparée, oui, absolument. Tout à fait. Donc c'est un piège, quoi, en quelque sorte, qui était tendu. Il y a eu... Alors ça, c'est un point qu'on a découvert récemment, sur lequel on s'est penché. Il y a eu des gens qui ont été transportés en Algérie, parmi ces 12 000. Il y en a plus de 1000 qui ont été envoyés en Algérie. Alors, ils ont montré à la télévision française, sur le tarmac du Bourget, des avions sur lesquels montaient des Algériens. Certains avaient des bandeaux autour de la tête ou sur les épaules, ou autour des bras. Mais ils ont choisi les moins amochés, si je puis dire, pour ces images de propagande. Mais en fait, on a retrouvé dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel des images de plus de 1000 Algériens qui débarquaient gare Saint-Charles à Marseille avec des chaînes et des menottes et qui se dirigeaient vers 2 paquebots sur lesquels ils montaient, destination Alger. Et là, ils étaient livrés à l'armée de là-bas, l'armée française en Algérie qui étaient les durs les jusqu'au-boutistes, quoi, qui n'étaient pas d'accord avec la politique de Gaulle, bien souvent, et qui les ont mis dans des camps où ils crevaient de faim. Et on aimerait bien faire le bilan du nombre de personnes transportées ainsi et de morts parmi elles. Justement, j'ai une petite question, parce que selon certains historiens algériens, la fourchette est beaucoup plus mortifère. En France, le chiffre dont vous avez parlé, le chiffre de Jean-Luc Einaudi, qui fait un peu référence,
tourne entre 200 et 300 personnes, si on s'accorde sur cette fourchette. En Algérie, on parle entre 300 et 800 morts. Et pour vous, où serait la réalité? Écoutez, en additionnant justement, par exemple, ce retour de prisonniers en Algérie. Écoutez, on verra si on arrive à accéder aux archives du fichage de l'immigration algérienne qui a été fichage qui a été fait. Bien près du micro, M. Manson. Voilà. Oui, bien près du micro. On le saura un peu plus quand on aura accédé aux archives, comme on devrait avoir le droit de le faire, les historiens. À mon avis, la surenchère des chiffres, il faut s'en méfier. Parce qu'il arrive souvent qu'on lance des chiffres. Et donc, pour dire c'est un crime très grave, alors on augmente le chiffre. Et c'est pas fondé sur un dénombrement. Avec un collègue journaliste algérien, d'ailleurs, de Sétif, il a commencé à faire, et il m'a demandé d'accompagner un travail d'évaluation des victimes du 8 mai 45, par exemple. L'autre 8 mai. L'autre 8 mai dans la région de Sétif. Sétif-Guelma, région du nord constantinois. Et lui, il évalue, il fait des listes de noms, village par village, parce qu'il n'y a pas eu qu'à Sétif, il y avait le marché, donc il y avait des gens qui venaient d'un peu partout. Bon, alors c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses précises, parce qu'il y a des chiffres qui sont lancés, et on les grossit en disant c'était très grave, donc il y en avait plus. Bon, et ça arrive, par exemple, les morts de la résistance française fusillés au Mont Valérien, à Suresnes. Il y a une plaque qui a été déposée sous De Gaulle, en disant, ici, dans cette clairière, 4000 patriotes français ont été fusillés. Les historiens ont commencé à travailler là-dessus, faire des listes de noms, ceux qui venaient de la prison de la Santé, ceux qui venaient de telle ou telle autre prison de France, et ils arrivent à 1000, un petit peu plus de 1000. Alors, c'est pas les 4000. Bon, ça ne veut pas dire que les nazis étaient très gentils et qu'ils en ont... Ça n'enlève rien. Ben voilà, ça n'enlève rien au crime. Cruauté, oui, bien sûr. Mais c'est pas en faisant une surenchère dans les chiffres, et moi je comprends pas sur quoi, donc ceux qui ont avancé un chiffre de X centaines se fondent, quoi. Il faut c'est assez contemporain, de toute façon, c'est l'étude du chiffre. Monsieur Manson... Peut-être il y a un chiffre sur lequel aujourd'hui les historiens sont plus ou moins d'accord, c'est le nombre d'assassinés dans le dernier village français par les nazis. Oradour-sur-Glane. Est-ce que ces chiffres-là est plus ou moins accepté par toutes les parties? Oui, parce que là, on arrive à dénombrer et à nommer les victimes. Ouais. Et dans le cas de l'Algérie, il y a eu de multiples Oradour-sur-Glane, si je puis dire, des villages détruits. Est-ce que je pourrais vous poser juste une petite précision? Est-ce que ce que j'ai pu comprendre, est-ce que ça s'est fait sur cette décision s'est faite sur une décision là géoéconomique? Alors, vous voulez dire la décision de la répression, la décision de la répression par rapport à une forme d'influence par rapport à ce qui s'est passé sur le Sahara, donc c'était un peu géopolitique, géoéconomique, géostratégique. Oui, c'est-à-dire que le parti colonial, si on peut dire, qui est devenu l'OAS à partir de 61, qui a fait le putsch des généraux en avril 61, ce courant au sein de l'armée soutenu par une grande partie de l'opinion européenne là-bas. Tout le monde n'était pas d'accord, mais ceux qui n'étaient pas d'accord, ils ont été aussi assassinés, les Européens favorables à l'indépendance. Donc, ce parti colonial voulait garder l'Algérie française, tout entière. Et puis au bout d'un moment, comme De Gaulle voulait faire des négociations, avait compris qu'il fallait lâcher du lest, ils ont dit, on va couper en deux l'Algérie, on va faire une partition, on va garder la bande côtière, les villes, et puis on va laisser le désert aux indigènes, quoi. Voilà. Et à mon avis, c'est ce plan B, si je puis dire, que Michel Debré, en s'appuyant sur, par exemple, Alain Perfit, qui était un ministre qu'il a fait nommer à l'information et qui était d'accord avec lui, et ont essayé de faire avancer comme idée la partition de l'Algérie. En fait, la répression, c'est... Alors, j'ai deux petites questions pour terminer, parce que le temps passe vite. Monsieur Manson, historien avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 pour parler du 17 octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un courant qui persiste, un courant que j'appelle des nostalgiques de l'Algérie française? Et la deuxième question, Emmanuel Macron, que doit-il dire? Vous, en tant qu'historien, qu'est-ce que vous attendez de l'intervention de Emmanuel Macron ce 17 octobre? Alors, à la première question, on peut répondre oui, un courant nostalgique existe, pour la bonne raison que... Influent ou pas? Est-ce qu'il est influent? Écoutez, dans les sondages, l'extrême droite française, qui a été ramenée quand même à 5%,
en 62, 63, et qui était donc portion congrue, et qui ensuite, parce que on l'a laissé se développer, on l'a même encouragé par certains aspects, et maintenant c'est le Rassemblement national, chacun le connaît, Monsieur Zemmour qui en dit encore plus de choses, de bêtises sur le sujet, et une partie de la droite qui, à la manière de Michel Debré à l'époque, était restée quand même nostalgique de l'Algérie française. Et donc, ça fait pas mal de monde. Emmanuel Macron a dit en février 2017, je crois, avant son élection, à la radio algérienne Echorouk, il a dit la colonisation est un crime contre l'humanité. Oui. Bon, très bien. Très bien. C'est vite dit. Mais c'est vite dit. Et qu'est-ce qu'il en déduit une fois élu président? Eh bien, il a fait des petits gestes. La visite à Josette Audin en septembre 18, la réception des petits-enfants de Ali Boumengel, cet avocat qui a été assassiné aussi après avoir été arrêté par des militaires. Des petits gestes. Il a demandé à Stora de faire un rapport, mais Stora, il a fait 21 propositions, et il n'y en a pas beaucoup qui ont été mises en œuvre. Donc, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'historien, ce dimanche-là? Une reconnaissance pleine et entière de la responsabilité des autorités françaises et de la France. Parce que là, on a parlé... Et l'ouverture des archives. Et l'ouverture des archives. C'est les deux choses essentielles. Pourquoi il faut aller marcher ce dimanche, Monsieur Monceron, à 15h devant le Grand Rex, par exemple? Pour dire qu'on n'a pas oublié et que...